Professeur Djedjik, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes professeur chef de service en immunologie au CHU Beni Messous. Vous êtes vice-recteur chargé des relations extérieures De l'université d'Alger 1. Et vous êtes aussi président de l'Académie algérienne d'immunologie et d'allergologie et d'immunologie clinique. Alors, professeur Djedjik, merci d'avoir reçu l'équipe LIAG Events. Avec plaisir. Et donc, pour rappel, LIAG Events est une agence de communication médicale qui a donc pour vocation la promotion de la santé publique et aussi donc la coordination entre les médecins hospitaliers universitaires, les médecins de base et les médecins de ville. Donc, professeur Djedjik, là aujourd'hui, on est venu vous poser quelques questions. En fait, c'est des questions que se pose le citoyen lambda par rapport à la vaccination. D'accord. Donc, la première question, professeur Djedjik, quel est donc le but de la campagne de vaccination anti-Covid? Merci pour cette question. En fait, la Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un virus que tout le monde connaît, le SARS-CoV-2. Et de tout temps, c'est que la vaccination est une arme thérapeutique, une alternative thérapeutique très intéressante pour lutter contre les maladies infectieuses. Et la vaccination est connue maintenant depuis plus de 100 ans. On connaît un peu les résultats de la vaccination. C'est grâce au vaccin qu'on a pu sauver des millions d'individus sur cette planète. Donc la Covid-19, ça reste une maladie infectieuse avant tout. Donc les vaccins, c'est une arme thérapeutique très très prometteuse. En fait, tout d'abord, en premier lieu, c'est de se protéger contre les formes graves et fatales de la Covid-19. Vous savez que maintenant, la Covid-19 a emporté plus de 2,3 millions d'individus sur cette planète. Il y a plus de 2000 et quelques dans notre pays. Et si on se fait vacciner, tout d'abord, on se protège contre les formes graves et fatales. Ça, c'est un premier objectif. Maintenant, bien sûr qu'il faut espérer avoir plus, parce qu'on veut avoir une stérilisation complète. Donc, si on arrive quand même à se protéger contre l'infection plus simple à SARS-CoV-2, c'est-à-dire qu'on arrive à freiner la transmission du virus, ça serait quelque chose de formidable pour nous. Même pour les formes asymptomatiques. Oui, mais maintenant, si on arrive à freiner la transmission du virus, stériliser un peu il n'y aura plus de forme ni symptomatique ni asymptomatique. Le virus La chaîne de transmission absolument sera coupée, il ne pourra plus se transmettre et on arrivera à une disparition complète du virus. Et professeur Djedjik, moi je vous rapporte un petit peu les questions que se pose le grand public. Il s'interroge concernant donc cette fameuse vaccination anti-Covid. Est-ce que le vaccin lui-même peut me donner la Covid-19? Non, absolument pas, ce n'est pas son objectif le vaccin. Le vaccin est un traitement, est un médicament qui va nous protéger contre l'infection. Donc impossible, donc surtout les vaccins que nous utilisons dans notre pays, il n'y a pas de virus du SARS-CoV-2 qu'on injecte. En fait, on injecte une partie du virus, une protéine qui reste très inoffensive, et c'est celle-là qui va essayer de stimuler le système immunitaire pour se protéger. Donc, je réponds par la négative. Les vaccins que nous avons chez nous ne pourront jamais être derrière une infection à SARS-CoV-2. Impossible. Et bien sûr, est-ce que aussi donc la population doit continuer à respecter les gestes barrières, même si ces personnes-là sont vaccinées? Absolument. Écoutez, surtout sur ce que je vous dis entre les deux doses, parce que les vaccins actuellement, il y a une première dose, vous le savez, ensuite 3 semaines après, une deuxième dose. Donc à partir de la première dose, on n'atteint jamais une efficacité à 100%. De toute façon, il n'y a pas de vaccin qui existe qui a une efficacité à 100%. Entre les deux doses, donc il faut toujours maintenir les gestes barrières, tout ce qu'on connaît, le port de masque. Pardon, il est aux alentours de 93% de taux d'efficacité. Alors vous parlez du Sputnik, c'est l'un des vaccins de l'Algérie que nous utilisons maintenant. Pour l'instant, probablement qu'il y en aura d'autres. Mais la plupart des vaccins maintenant approuvés par les instances du médicament à l'échelle mondiale ont une efficacité qui dépasse largement les 90%. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant, ce sont des produits sûrs qui oscillent entre 90% jusqu'à 95-96%. Maintenant, je reviens à la question. En fait, quand on se fait vacciner, surtout entre les deux doses, il ne faut jamais arrêter les gestes barrières, même après, parce qu'on ne connaît pas un peu l'efficacité ou ce qui va se passer. Mais ce qui est conseillé maintenant, c'est toujours de garder les gestes barrières.
Au bout de combien de temps on est protégé? Oui. En fait, au cours de la première dose, on atteint une efficacité qui est autour de 30-40% selon les études, les essais cliniques. Elle n'est jamais complète à la première dose, c'est pour ça qu'il y a un rappel. Donc le rappel permet un peu d'augmenter un peu cette protection pour arriver au taux d'efficacité de chaque laboratoire pour les essais cliniques. On atteindra les 90% à peu près de protection. Voilà un peu qu'il faudrait faire le rappel à la deuxième dose pour augmenter ses chances d'être protégé contre les formes graves. Et en général, la durée entre les deux, écoutez, d'après les essais cliniques qui ont été publiés, on parle d'une moyenne de 21 jours. Voilà, 21 à 28 jours. Ok. Est-ce que je pourrais contracter la Covid-19 après avoir été vaccinée? Alors oui, ça c'est une question très intéressante. Tout ce que je peux vous dire, il n'y a pas de vaccin efficace à 100%. Donc on n'est jamais protégé à 100%, où les études disent 90 pour 95%, mais surtout entre la première et la deuxième dose où l'efficacité n'est pas optimale. Vous savez, quand on fait la première dose, les gens pensent qu'on est protégé, non pas du tout. On peut contracter la Covid-19 entre les deux doses. Et quand on fait la deuxième dose, on a plus de chances d'être protégé, on atteint les 90%. D'accord? Mais d'une manière générale, il n'y a pas de vaccin qui donne une sécurité à 100%, mais entre les deux doses, on a plus de chances ou de malchance de contracter la Covid-19, donc c'est pour ça qu'il faudrait garder ces gestes barrières, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Okay. Parce que si vous voulez, quand on injecte la première dose, le taux d'anticorps n'est pas aussi important que pour la deuxième injection de rappel. Puisque vous parlez d'anticorps, pour la réponse immunitaire, il n'y a pas que les anticorps. Les anticorps, on en parle beaucoup, absolument. Donc les anticorps, c'est la réponse immunitaire humorale, c'est la chose où on sait l'évaluer, la chercher. Et en fait, l'immunité protectrice post-vaccinale, elle est basée sur la réponse immunitaire humorale, c'est les anticorps et la réponse immunitaire cellulaire. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de la cellulaire? Parce qu'elle est difficilement évaluable. Mais en fait, c'est la plus importante aussi. Toutes les cellules mémoire qui sont générées par la vaccination sont là pour nous protéger. Alors la protection commence, il faudrait que le système immunitaire reconnaisse cette protéine du virus, ça prend du temps, il faut stimuler le système immunitaire, on n'a pas des anticorps au bout de 2-3 semaines. Il n'y a pas que les anticorps, même l'unité cellulaire démarre aussi à partir de 2-3 semaines pour avoir les premières cellules mémoire et les cellules effectrices. Donc on est protégé à partir d'un certain temps de latence parce que c'est l'immunité spécifique et dans l'immunité spécifique, il faut un temps de latence au minimum de 2-3 semaines. Tout à fait. À l'inverse de l'immunité innée où elle est mobilisable rapidement. Et c'était ça le problème pour trouver le vaccin d'ailleurs. C'était par rapport à l'immunité cellulaire. Il fallait, à l'époque, pour trouver le vaccin. C'était un petit peu par rapport à l'immunité cellulaire. Vous parlez comment le vaccin de la Covid-19 a été développé, c'est ça? Oui. Alors là, en fait, dans le développement des vaccins d'une manière générale, vous savez que c'est un processus très lent. Oui. Le développement d'un vaccin, en moyenne, c'est 10-15 ans. Oui. Donc c'est vraiment un processus très lent, ça va vers des étapes. Ça démarre par des études, des recherches précliniques. Donc on essaie de trouver quelles sont les protéines les plus intéressantes qui puissent immuniser. Tout ça, on détermine les protéines les plus importantes du pathogène. Ensuite, on rentre dans des phases de précliniques d'essais sur les animaux, de toxicité, tout ça. Et ensuite, on rentre dans les essais cliniques de phase 1, phase 2, phase 3. Tout ce processus peut prendre des années pour développer un vaccin. Mais si on revient à la Covid-19, c'est une urgence sanitaire mondiale. Donc le tout a été fait en environ une année. Donc il y a eu, tout d'abord, les chercheurs ont bénéficié de l'expérience de certaines recherches, certaines recherches des virus assimilés ou qui ressemblent au SARS-CoV-2, je parle du SARS-CoV, du MERS-CoV, où il y a eu quand même une recherche approfondie pour déterminer quelles sont les protéines les plus immunisantes, les produits les plus immunogènes. On le savait déjà. Donc le travail a été fait en amont déjà. Ils ont bénéficié des résultats des travaux en amont d'autres virus. Là, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont, si vous voulez, fait chevaucher des phases. Ils ont fait la phase 1 et la phase 2 en même temps. Ils ont fait démarrer une phase 3 avant de terminer la phase 2. Donc avec tout ce processus, ils ont raccourci, j'allais dire, le délai de fabrication, tout simplement parce qu'il y avait une urgence sanitaire. On ne peut pas se permettre 15 ans, donc il fallait faire sortir ce vaccin. Voilà un peu comment on est arrivé là. Donc on a maintenant, alors il y a une multitude de laboratoires pharmaceutiques qui se sont intéressés à cette fabrication, parce qu'il y a une urgence, je le redis encore une fois. Et ils ont utilisé plusieurs types de technologies de vaccins. On est parti. Les nouvelles technologies. On est d'abord, certaines firmes ont choisi les méthodes traditionnelles classiques,
Ce sont des virus entiers, Oui, atténués ou inactivés. On utilise des adjuvants avec ces virus entiers pour stimuler et booster le système immunitaire. Même pour les virus sous-unitaires aussi. Alors oui, pour les virus sous-unitaires, ce qu'on appelle les virus protéiques, on n'utilise pas un virus entier, mais il faut aussi des adjuvants. Ça, si vous voulez, c'est la partie classique des vaccins. Ensuite, dans la bonne chose de la Covid-19, ça nous a permis de rentrer en plein boom, ou plein, j'allais dire, biotechnologie, où ils ont utilisé les nouvelles, j'allais dire, absolument, sans adjuvant, et c'est-à-dire les nouvelles techniques vaccinales qui étaient dans le stade de recherche, utilisées pour certaines maladies animales. Maintenant, je vous parle de vaccins issus de la biotechnologie, comme des vaccins ARN, des vaccins ADN, des vaccins vecteurs. Tout ça, ce sont des idées extrêmement intéressantes qui permettent de vacciner. Et je pense que le plus important dans ce type de vaccins novateurs ou les vaccins innovants, c'est d'aller fabriquer des vaccins très vite et de pouvoir s'adapter rapidement s'il y a des variants, des nouveaux variants, mutations au niveau de ce pathogène. C'est plus facile de s'adapter à des variants quand on a un vaccin ARN par rapport à un vaccin entier. Il faudrait faire de la culture, repasser. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une aubaine. C'est une aubaine, c'est une grande avancée que va nous permettre la Covid-19 pour aller peut-être traiter d'autres maladies infectieuses ou des maladies de type néoplasique, cancéreuse. Vraiment, c'est une aubaine, cette vaccination. Des maladies auto-immunes. Des maladies auto-immunes aussi, voilà. Oui. Qui utilisent aussi la biothérapie pour se faire traiter. Absolument. Donc là, quel type de vaccin? Alors en Algérie, vous savez, il y a une course maintenant derrière le vaccin. Je pense que la plupart, il y a environ 300 vaccins qui sont en cours de développement dans le monde et peut-être 15 ou 15 vaccins qui sont en phase 3. Et il y a peut-être aussi 4 ou 5 vaccins qui sont approuvés par les instances mondiales de régulation du médicament qui sont arrivés au bout de la chaîne, c'est-à-dire en publication de l'essai clinique de phase 3. Alors, il y a 2 vaccins ARN, Moderna et Pfizer, que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a le vaccin Sputnik. Et le vaccin ADN. Le vaccin ADN, ils ne sont pas encore, ils sont très loin. Donc les deux, Moderna et Pfizer, c'est des vaccins ARN. Il y a le vaccin vecteur. Non dupliqué, c'est le même. Pas dupliqué, non réplicatif. On utilise un vecteur adénovirus non réplicatif, on met à l'intérieur la protéine spike. Donc il y a plusieurs laboratoires qui sont intéressés à cette technologie. L'AstraZeneca, c'est le Sputnik, il y a le Johnson Johnson aussi. Donc il y a même certains laboratoires chinois qui utilisent ça. Ça aussi, c'est une technologie intéressante. Et il y a aussi la méthode classique. Et c'est ce qui est indiqué pour les maladies auto-immunes, par exemple. Oui, mais vous savez, parce que le virus il faudrait éviter peut-être pour les maladies auto-immunes, les vaccins entiers, surtout les vaccins anti-atténués, tout ça. D'accord, les technologies classiques. Disons anti-atténués parce qu'il y a des possibilités que le virus sort. Mais quand on utilise des sous-unités protéiques, par exemple les vaccins sous-unitaires, même les vaccins sous-unitaires, il y a des adjuvants, tout ça qu'il faudrait éviter. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser peut-être ce type de vaccin vecteur, des vecteurs comme les adénovirus non réplicatifs, qu'on a inhibé la réplication, qui ne peuvent pas. Donc finalement, l'Algérie a fait un bon choix entre nous. Écoutez, moi je reste persuadé, moi pour moi, c'est mon intime conviction, que les vaccins vecteurs seraient peut-être plus intéressants. Un vecteur non duplicatif. Non réplicatif. Non réplicatif. C'est ce qu'on utilise, mais il n'y a pas que le Sputnik. Il y a AstraZeneca aussi. Tout le monde utilise un adénovirus non réplicatif. Sinobio aussi, le chinois. Oui, peut-être, je ne connais pas un peu. Mais l'AstraZeneca. Le Merck, non, c'est le réplicatif. Je ne sais pas s'il est en quelle phase celui de Merck, mais je pense que le Sputnik, ce qui est sûr, ce que nous avons dans notre pays, c'est un vaccin à vecteur non réplicatif. Voilà. Alors là, je peux aller dans le détail. C'est quand même intéressant. Oui, alors je peux aller dans le détail. Dans le vaccin Sputnik, entre les deux doses, ce n'est pas pratiquement le même vecteur. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent toujours l'adénovirus humain, qui est donc inoffensif, avec 2 sérotypes différents. D'accord. Le sérotype 26 et le sérotype 5. Vous allez me dire pourquoi on utilise 2 sérotypes différents? Pour éviter que le corps neutralise l'adénovirus en s'immunisant contre l'adénovirus. Quand on fait la deuxième dose, on inhibe un peu son efficacité. Alors, ce qu'ils ont fait l'Institut Gamaleya en Russie, ils ont fait 2 sérotypes différents. Donc le corps ne s'immunise pas contre le premier, donc le deuxième c'est un nouveau. Donc ils utilisent 2 sérotypes. Le vaccin AstraZeneca, ils sont allés
dans une autre idée, c'est de dire ne pas utiliser un vecteur humain. Un adénovirus chimpanzé, qui s'appelle Shadox. Donc l'idée était de dire l'adénovirus chimpanzé n'infecte jamais l'homme, donc on va l'utiliser comme vecteur. Voilà à peu près les idées, mais je pense que ça reste le vaccin Sputnik a donné avec la publication sur la revue Lancet, a montré une efficacité très intéressante de 91%. Après, professeur Djedjik, là je vous pose une question personnelle. Sur le terrain, l'Algérie a opté dans un premier temps pour le Sputnik. Ok. Donc voilà, on a vu dans quelle rubrique se situe le Sputnik. Maintenant, si l'Algérie doit commander d'autres vaccins, il faudrait qu'il reste toujours dans le même type de vaccin. Écoutez, s'il commande AstraZeneca, ce n'est pas une contre-indication pour la deuxième. Non, c'est pas de... Très bien, vous parlez d'interchangeabilité entre vaccins. Très bien. C'est ça. Écoutez, d'abord, je ne pense pas qu'un pays puisse se faire vacciner avec un seul type de vaccin. Oui, ça c'est clair. Parce qu'il y a une grosse demande mondiale et on parle de vacciner 60 à 70% de sujets sur cette planète. Vous imaginez un peu le nombre de doses. Donc je pense que c'est un effort collectif de tous les laboratoires pharmaceutiques. Chaque pays peut-être aura à se faire vacciner par 2, 3, 4 types de vaccins. C'est-à-dire maintenant, ce qu'il faudrait faire, il faudrait toujours garder le même vaccin entre la première dose et la deuxième dose. Si je fais la première dose du Sputnik, forcément je dois faire la deuxième dose de Sputnik. Donc il est difficilement... on ne peut pas faire un switch comme ça. Absolument. Donc, je pense qu'il est conseillé maintenant de garder le même type de vaccin. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, dans un pays, je pense qu'on peut avoir plusieurs stratégies. Dans un pays, le vaccin vecteur, le vaccin entier atténué ou inactivé plutôt, ou le vaccin ARN, on peut utiliser ces différents. L'essentiel, le but, l'objectif, c'est de faire vacciner le maximum d'individus pour atteindre une immunité collective, pour arrêter cette transmission. Casser la chaîne de transmission. Absolument. Alors, je reviens aux questions du public, si vous permettez. Donc, quelle est la durée de la protection? Wow, ça c'est une inconnue aussi. Tout ce que je peux vous dire, on a des connaissances anciennes sur l'infection MERS-CoV et SARS-CoV. Là, il y a beaucoup de recul. 2003 et 2012. Absolument. Donc, ce qui a été prouvé de manière scientifique, que ces deux types d'infections que je viens de citer permettent une protection jusqu'à 2-3 ans. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, sur le SARS-CoV-2 ou la COVID-19, nous n'avons pas ce recul malheureusement. Beaucoup de travaux ont démontré pour les anticorps, pour certains patients, ils disparaissent à 6 mois, 8 mois, 10 mois. Mais moi, je vous dis en tant qu'immunologiste, ça ne veut rien dire faire disparaître ces anticorps. Ça reste des protéines, une glycoprotéine qui peut disparaître au bout de 10 mois. En fait, l'immunité ne se base pas sur la protéine qu'on est en train de rechercher uniquement, mais sur des cellules mémoire et sur l'immunité cellulaire. Donc ça aussi, on n'a pas de données, c'est en train, je pense, avec le recul, on saura peut-être c'est équivalent au SARS-CoV, peut-être on aura une protection d'une année ou 2 ou 3, j'en sais rien du tout. Mais pour le moment, il n'y a pas de recul. Peut-être on arrivera peut-être à un autre, mais pour le moment, on n'a pas de données claires qui disent que nous aurons peut-être. Mais bon, ce qui est sûr, pour au moins 8 mois, 10 mois, on a une protection. Parce que les anticorps sont toujours là. Alors, une autre question. Est-ce que l'immunité acquise par l'infection naturelle est plus solide que l'immunité post-vaccinale? Très bien. Je commence par l'infection naturelle. L'infection naturelle, en fait, ce que nous avons remarqué, ou les travaux qui ont été publiés, plus l'infection est grave, plus on a un taux d'anticorps assez important. On a l'impression que plus la COVID-19 est importante, plus le système immunitaire est sollicité, plus l'immunité est là. Et quand on a des formes bénignes ou asymptomatiques, les patients tardent à fabriquer leurs anticorps, même s'ils les fabriquent, on a des taux très faibles. Donc la protection dans l'infection naturelle est variable selon les individus, selon la réponse immunitaire de l'autre, et deuxièmement selon la gravité des symptômes. Maintenant, ce qui a été remarqué, maintenant je reviens à la protection avec le vaccin, les travaux ont démontré que la protection qu'on a post-vaccinale est au moins équivalente à une infection grave. Absolument. Nous avons les mêmes titres d'anticorps, la même protection lymphocytaire quand on compare une infection par la COVID-19 grave et la vaccination. Donc c'est important, c'est intéressant.
Si j'ai des allergies, donc maladies auto-immunes, allergies, comme les réactions allergiques, asthme, rhinite allergique, etc., est-ce que je peux recevoir donc le vaccin contre la Très bien. Écoutez, on a beaucoup parlé des allergies post-vaccin. Elles sont très très rares. Vraiment, c'est des choses qui arrivent très rares, 1 sur 1 million. Vous savez, on a parlé de l'allergie au vaccin de la grippe. En fait, c'est des allergies connues parce qu'on utilise peut-être le blanc d'œuf qui est très allergisant, tout ça. Mais pour ça, c'est très rare. Maintenant, je reviens au SARS-CoV-2, au vaccin que nous avons. Il n'y a aucun risque d'allergie. Du moment qu'il n'utilise pas d'adjuvant. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a aucun. Oui. Maintenant, les contre-indications, quelqu'un qui est allergique, il a un asthme, rhinite, il n'y a aucune contre-indication. Maintenant, je reviens aux maladies auto-immunes. La question est toujours posée. Est-ce que, pas loin d'hier, des collègues m'ont envoyé par mail, par des gens qui ont une Crohn, un polyarthrite. Maladie, on va parler d'un Crohn, de psoriasis sévère, et j'en passe. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci de se faire vacciner par le Sputnik V. Quand on a une maladie auto-immune, il n'y a aucun souci. D'accord. Parce que là, c'est panique en la demeure pour les malades chroniques auto-immunes. Tout le monde se pose la question. D'accord, très bien. C'est rassurant alors. Concernant donc les vaccins anti-Covid, quand y a-t-il des adjuvants? Vous avez répondu, on a dit non. Ça dépend des vaccins. Quand on utilise des sous-unités protéiques, il faut des adjuvants. Quand on utilise un vaccin entier, il faut des adjuvants. Mais les vaccins ARN, les vaccins vecteurs ne contiennent pas d'adjuvants. Oui, exactement. C'est ça le progrès justement, l'un des progrès. Disons, l'un des progrès, l'adjuvant c'est quoi un adjuvant? C'est un produit qui permet un peu de booster un peu cette stimulation du système immunitaire. Mais quand on utilise un vaccin vecteur, l'adjuvant c'est le vecteur lui-même. C'est l'adénovirus qui fait l'adjuvant. C'est ça, exactement. Puis-je recevoir le vaccin anti-Covid en même temps que le vaccin anti-grippal? Mon sens, non, il est déconseillé de faire les 2 vaccins en même temps. Il faut espacer par 2-3 semaines, un mois. D'accord. Oui. Okay. Pourquoi? Expliquez un petit peu. Écoutez, c'est par rapport à la on n'a jamais vu, absolument, c'est-à-dire qu'on ne peut pas solliciter le système immunitaire avec 2 vaccins en même temps. Je pense qu'il faut séparer les 2. Eh bien, professeur Djedjig, vous avez répondu à toutes les questions posées par le grand public, presque, je me dirais. Toutes, je ne pense pas, mais en disant une partie des questions. Probablement, on reviendra encore vers vous pour nous éclairer davantage. Mais en tout cas, vous avez été très très clair et rassurant surtout. Donc, merci beaucoup, professeur Djedjig. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Elle est recommandée. D'accord. Et comment ça se passe par rapport au calendrier vaccinal, etc., en tout cas chez nous, en Algérie? Écoutez, la campagne de vaccination en Algérie a débuté le 31 janvier, je pense à la fin janvier. Les choses se passent très bien. Les quelques informations que j'ai, il n'y a pas eu d'effet secondaire majeur. D'accord. C'est un peu trop tôt pour parler d'effets secondaires tardifs, non? Je parle des effets secondaires immédiats. Ah, immédiats, oui, bien sûr, choc anaphylactique. Bien sûr, il n'y a pas eu de gros soucis. La vaccination se déroule très bien dans les secteurs sanitaires, dans les hôpitaux, et j'espère que ça se continuera pour essayer d'atteindre un peu cette immunité. Pour l'instant, c'est surtout les professionnels de la santé, et on les encourage et on les félicite. Absolument, maintenant il y a une note ministérielle qui a défini un peu les personnes prioritaires. Voilà. Et les malades chroniques ont commencé à se faire vacciner ou pas encore? Écoutez, ça fait partie de ça, ça fait partie des personnes, des catégories de personnes qui doivent être vaccinées. Oui. Absolument, bien sûr, les maladies chroniques et les personnes âgées. C'est bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, professeur Djedjig, et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.